Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux plans dans l'espace et pour commencer, on va voir comment définir de manière unique un plan. Commençons par les affaires suivantes. Donc ici, on nous dit que par deux points distincts, si je prends deux points A et B, il passe une unique droite, appelée la droite AB. Par contre, par ces deux points, il passe non pas un seul plan, mais une infinité de plans qui ont en commun cette droite AB. Comment on peut voir qu'il existe une infinité de plans qui passent par cette droite? Eh bien, on peut tous les imaginer, ces plans, en pivotant le plan autour de la droite AB. Donc, à chaque fois que je pivote, ça me définit un plan différent qui passe à la fois par les points A et B. Donc, pour fixer le plan pivotant, donc pour définir de manière unique un plan, il faut choisir un troisième point, un point C, extérieur à AB. Donc ici, on a nos deux points AB, un troisième point C, et bien dans ce cas-là, ça définit de manière unique le plan. Donc voici la première définition d'un plan. Il existe un unique plan passant par trois points non alignés, A, B et C. La deuxième définition d'un plan, c'est qu'un plan est entièrement défini par la donnée d'un point de l'espace et de deux vecteurs non collinéaires, donc de deux vecteurs non parallèles. Donc si je définis un point dans mon plan et deux vecteurs U et V qui ne sont pas parallèles, ça va définir de manière unique mon plan. On redonne à présent la notion de vecteur directeur et de vecteur normal, mais maintenant associé à un plan. Eh bien, tout vecteur non nul parallèle à un plan est appelé vecteur directeur de ce plan. Tout vecteur non nul perpendiculaire à toutes les droites d'un plan est appelé vecteur normal à ce plan. Ici, on a une remarque intéressante qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir définir l'équation cartésienne ou normale d'un plan. La remarque est la suivante. Il existe un seul point qui passe par un point donné et qui est perpendiculaire à un vecteur non nul. Donc, pour définir un plan de manière unique, soit j'ai un point et deux vecteurs directeurs, ou un point et un vecteur normal. Commençons à regarder donc les différentes équations associées à un plan dans l'espace. On va utiliser la même technique que précédemment, à savoir que je vais prendre un point, donc ici dans le plan. Donc je vais regarder un point R dans le plan. Ici, le plan l'a dénoté par exemple par la lettre grecque pi. En utilisant la relation de Chasles, je peux noter que le vecteur OR, où R c'est toujours l'ordonnée de mon repère, le point 0, 0, 0, OR, je peux l'obtenir en faisant le vecteur OP plus le vecteur PR, où P est un point quelconque de mon plan. P aussi appartient à pi, et P c'est un point que je connais. Donc OR, on peut le décomposer sur OP plus OR. Donc, si P, je connais ses composantes, je pourrais les nommer par exemple X1, Y1 et Z1. Le point R que je ne connais pas, je le vais noter X, Y et Z, ses composantes. Donc, le vecteur OR, comment il s'obtient? Donc, le vecteur OR, ça va être le point R moins le point O qui a pour composante 0, 0, 0. Donc, c'est X moins 0, X. Y moins 0, Y et Z moins 0, Z, ça c'est le vecteur OR. Le vecteur OP maintenant, de la même manière, c'est X1 moins 0, donc X1, Y1 moins 0, Y1 et Z1 moins 0, Z1. Et maintenant, comment je fais pour faire le vecteur PR? Bien là, maintenant, on retourne dans la dimension 2. Je cherche à exprimer ce vecteur PR et dans ce plan, je connais deux vecteurs directeurs, U1 et U2, en fait deux vecteurs qui sont non collinéaires. Mes deux vecteurs de dimension 3, forcément, s'ils sont non collinéaires, ils sont linéairement indépendants, et donc je peux décomposer n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire des deux vecteurs U1 et U2. Donc mon vecteur ici PR, pardon, ici je vois que j'écris OP plus OR, c'est bien entendu OP plus PR pour utiliser la relation de Chasles. Hop. Donc là c'est OP plus PR, pardon.
bien entendu la relation de charge. Et donc mon vecteur PR, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de U1 et de U2. Donc les constantes de ma combinaison linéaire, je pourrais les appeler K1, K1 fois le vecteur U1, plus K2 fois le vecteur U2. Alors souvent, les vecteurs directeurs, on va les nommer avec les lettres A1, B1 et C1 par exemple. Et le vecteur directeur U2, on va le noter A2, B2 et C2. Donc dans ce cas-là, mon équation ici, ça devient x, y, z est égal à x1, y1, z1 plus k1 fois a1, b1, c1 plus k2 fois a2, b2, c2. Eh bien, cette équation, c'est exactement l'équation vectorielle de notre plan où on a utilisé un point quelconque de notre plan et deux vecteurs directeurs, U1 et U2, qui doivent absolument ne pas être parallèles. Sinon, je ne vais pas pouvoir les utiliser pour faire ma combinaison linéaire. Donc, voici ici l'équation vectorielle du plan. À partir de cette équation vectorielle, on pourrait regarder qu'est-ce qui se passe composante par composante. Si je regarde les x, donc je vais regarder les x, le x va forcément être égal à x1 plus k1 fois a1 plus k2 fois a2. C'est la première équation de mon équation paramétrique. Y va être égal à y1 plus k1 b1 plus k2 b2. C'est la deuxième équation paramétrique. Même chose pour le z, z1 plus k1 c1 plus k2 c2, qui est la troisième équation de l'équation paramétrique. Donc voilà les équations vectorielles et paramétriques d'un plan. N'oubliez pas qu'à chaque fois, les deux vecteurs U1 et U2 sont deux vecteurs non collinéaires, non parallèles de notre plan. Maintenant, j'aimerais regarder et déterminer les équations normales ou cartésiennes d'un plan. Donc, mettons, j'ai un plan, tenez, je vais l'appeler par exemple le plan P. Et puis, il ne faut pas confondre avec un point P. Dans ce cas-là, je vais noter le plan entre parenthèses. Et puis, je voudrais trouver l'équation normale de ce plan. Donc, je voudrais encore l'équation du plan en utilisant une normale, donc que je vais noter par exemple N, et qui a pour composante A, B, C. Et je connais aussi un point A. Alors, le point A, il va avoir pour composante, par exemple, X1, Y1, Z1. N'oubliez pas qu'on a dit tout à l'heure qu'un plan peut être défini de manière unique si je connais un point du plan et une normale ici au plan. D'accord? Bon, comment je fais pour trouver les équations cartésiennes à présent? Je pourrais prendre n'importe quel point de mon plan. Donc, c'est ce point-là qui va avoir pour composante x, y, z. Et comment je fais pour trouver ces équations? Puisque j'ai une normale à mon plan, et puis que A et P appartiennent au plan, ça veut dire que nécessairement, le vecteur AP est perpendiculaire au vecteur normal de notre plan, au vecteur N. Donc, en termes de produit scalaire, on obtient que AP scalaire N est égal forcément à 0. AP, quelles sont les composantes du vecteur AP? C'est x moins x1, x moins x1, y moins y1 et z moins z1. Ça, c'est mon vecteur AP que je dois maintenant prendre scalaire avec le vecteur N. Vecteur N qui a pour composante ici, on les a nommés A, B et C. Et ce produit scalaire doit être égal à 0. Donc, si on développe notre produit scalaire, on obtient que A fois x moins x1 plus b fois y moins y1 plus c fois z moins z1 est égal à 0. Autrement dit, je vais avoir que ax, je vais mettre d'abord tous les x, y, z en premier, plus by, alors ax plus by plus cz, mais j'oublie pas la reste de mon équation, moins ax1, moins ax1, moins by1,
moins BY1 moins CZ1. Ça, c'est le résultat de mon produit scalaire. Alors, je pourrais noter toute cette partie-là comme étant une constante. Et donc, l'équation normale de mon plan, elle va avoir de la forme AX plus BY plus CZ plus ou moins une constante qui va être égale à 0. Et pour déterminer la constante, on va utiliser un point quelconque de coordonnées x1, y1, z1 de notre plan. Évidemment, dans notre équation normale, dans notre équation cartésienne, le A, B et C que j'ai en avant des x, y, z sont exactement les composantes de notre vecteur normal. On retrouve donc ici l'équation normale du plan, ou l'équation cartésienne. Donc ici, on a représenté le plan P, qui est défini de manière unique dès qu'on connaît un point de notre espace et un vecteur normal à ce plan. Dans les cas où on a les deux autres, l'une ou l'autre des équations vectorielles ou paramétriques, c'est-à-dire qu'on a utilisé à la base deux vecteurs directeurs, U1 et U2. N'oubliez pas que dans ce cas-là, pour obtenir un vecteur normal, puisque U1 et U2 sont dans le plan, je pourrais considérer le produit vectoriel des deux vecteurs directeurs de mon plan P, et ça va me donner un vecteur perpendiculaire, donc ça va me donner un vecteur normal. Donc on a ce résultat qu'il ne faut pas oublier. Si U1 et U2 sont deux vecteurs directeurs d'un plan P, alors le vecteur n, qui est le produit vectoriel de ces deux vecteurs, est un vecteur normal à ce plan. Ça pourrait être intéressant de se rappeler ceci dans les exercices. Regardons maintenant les positions relatives de deux plans l'un avec l'autre. Donc on peut avoir des plans qui sont parallèles. Et quand est-ce qu'on peut montrer que deux plans sont parallèles? Eh bien, deux plans vont être parallèles si leurs vecteurs normaux sont parallèles. Donc là, les deux vecteurs normaux sont forcément parallèles. Si les plans ne sont pas parallèles, alors ils sont sécants et leur intersection est une droite. On le remarque bien sur ce graphique. L'intersection des deux plans, c'est la droite ici. Lorsque deux plans sont sécants, on a le cas particulier où les plans peuvent être perpendiculaires. Quand est-ce que deux plans sont perpendiculaires? Eh bien, ils sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc là, mon vecteur normal rouge, c'est le vecteur normal au plan P. Le vecteur bleu n', c'est le vecteur normal au plan Q. Pour montrer que les deux plans sont perpendiculaires, il suffit de montrer que leurs deux vecteurs normaux le sont aussi. En particulier, que leur produit scalaire est égal à 0. Pour montrer à présent qu'une droite, par exemple la droite ici, est parallèle à un plan, eh bien il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de ma droite, donc ici par exemple le vecteur U, est orthogonal, perpendiculaire à un vecteur normal de P. Donc pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, on va montrer que le vecteur directeur de la droite est perpendiculaire à un vecteur normal de ce plan. Et n'oubliez pas que pour montrer que des vecteurs sont perpendiculaires, vous pouvez toujours calculer leur produit scalaire et montrer que c'est égal à 0. Pour montrer maintenant qu'une droite n'est pas parallèle, mais au contraire perpendiculaire, orthogonale à un plan, donc qu'une droite est orthogonale à un plan, eh bien vous le voyez bien sur ce schéma, il suffit de montrer que le vecteur directeur de la droite est parallèle maintenant au vecteur normal de ce plan. Ici, on me redonne la définition de l'angle entre deux plans. Donc, c'est la définition que l'on utilise depuis longtemps avec notre produit scalaire. Sauf qu'ici, pour définir l'angle entre deux plans, on va utiliser les vecteurs normaux de chacun des deux plans. Donc, si N1 et N2 sont les vecteurs normaux de chacun des deux plans, l'angle entre les deux plans est donné par cette équation où on a simplement isolé le θ dans la formule du produit scalaire. On peut définir à présent la distance d'un point A à un plan P. Eh bien, la distance d'un point A à un point P, c'est la plus petite distance entre le point A et le plan P. Autrement dit, pour la trouver, on trace la perpendiculaire au plan qui passe par le point A. Donc ici, j'ai bien
un angle droit, c'est exactement la distance entre le point A et le plan P. Alors, on va essayer de montrer ici, de retrouver la formule qui nous permet de trouver la distance entre un plan et un point. Alors, j'ai un plan quelconque, appelons-le par exemple pi, et j'ai un point P qui n'appartient pas à mon plan, pour lequel je cherche la distance entre le point et ce plan. Alors, je pourrais tracer la perpendiculaire au plan qui passe par ce point. Donc, il faut comprendre que j'ai quelque chose comme ça. Et donc, la distance, c'est exactement cette longueur-là, la plus petite distance entre le point et le plan. Donc, maintenant, ma question, c'est comment déterminer cette distance. Si je parle d'un plan, on a vu que si je définis un plan, il est défini de manière unique. Si je connais forcément à la base un point qui appartient à ce plan, appelons-le R, ce point. Et puis, notons de manière générale x1, y1 et z1, les composantes du point connu de notre plan pi. Même chose, si je connais, pour définir de manière unique un plan, c'est que j'ai aussi un vecteur normal à ce plan. Donc voilà, donc je connais aussi un vecteur normal à ce plan, appelons-le ABC. Dans le cas où vous connaîtriez le plan par un point et deux vecteurs directeurs de votre plan, vous pourriez définir n comme le produit vectoriel de ces deux vecteurs directeurs. D'accord. Donc, à partir de ces points-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je pourrais regarder ici, oh, j'ai déplacé PR, c'est pour ça que je voulais faire. Donc, je pourrais regarder ici mon vecteur PR. Donc, cette longueur-là, c'est la norme du vecteur PR. Et puis, on pourrait noter ici θ. Θ, ce serait l'angle entre PR et notre vecteur normal. L'angle entre le vecteur PR et le vecteur normal. Donc, θ, c'est cet angle-là. Donc, finalement, je pourrais reconstruire mon triangle ici, mon triangle rectangle, et puis la distance, donc cette distance-là, c'est la même que cette distance-là. Donc, je cherche à déterminer cette distance-là. J'ai un triangle rectangle. Je connais l'angle ici entre PR et mon vecteur normal n. Et PR ici, c'est le côté hypoténuse. Et D ici, c'est le côté adjacent à mon triangle. Donc, avec l'adjacent et l'hypoténuse d'un angle, je vais utiliser le cosinus, so katoa. Donc, le cosinus de l'angle, qui est l'adjacent sur l'hypoténuse, et bien de son contexte, l'adjacent, c'est exactement la distance recherchée divisée par la norme de PR. Donc, je peux maintenant isoler la distance, et la distance, c'est exactement égal à la norme de PR, en faisant le produit croisé, multiplié par le cosinus de l'angle θ, qui est l'angle entre PR et n. Calculons à côté, c'est quoi la définition de PR scalaire n divisé par la norme de n. Donc, par définition du produit scalaire, le produit scalaire, c'est la longueur de PR fois la longueur de n, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, le cosinus de l'angle entre PR et n, et cet angle-là, on l'a nommé θ. Ça, c'est mon numérateur, et je dois donc diviser tout ceci par la norme de n. Donc là, j'ai la simplification de la norme. Donc finalement, cette chose-là est exactement égale à PR fois cosinus θ. Donc on a cette égalité ici. Alors dépendamment de la valeur du cosinus, puisque je prends une distance, je vais absolument prendre des nombres positifs, je vais l'écrire en valeur absolue. Eh bien voilà la définition de la distance entre un point, le point on connaît ses coordonnées, hein, donc entre un point P et un plan pi,
pour lequel, dans ce plan, on connaît un point R et un vecteur normal. Donc, on connaît P, on connaît R, on connaît N. On n'a plus qu'à calculer ce quotient-là pour déterminer la distance. C'est la formule qui est rappelée ici. Donc, si j'ai un vecteur normal à un plan pi et P un point quelconque, alors la distance entre le point quelconque et le plan est donnée par la formule suivante. Le produit scalaire de PR avec N divisé par la norme de N, ou sinon on peut le voir aussi sous la forme norme de PR fois cosinus θ, où θ c'est l'angle entre les vecteurs PR et N. De nouveau, on a la deuxième définition qui me donne la distance entre deux plans parallèles. La distance entre deux plans parallèles, c'est que je vais prendre le plan P, un point de pi1, et le plan R, un point de pi2. Donc, je vais remplacer R par P2 pour dire qu'il appartient au plan pi2. Et donc, je réécris exactement cette formule en remplaçant P par P1 et R par P2 et j'obtiens le résultat suivant. Donc, voici l'ensemble des formules de distance, d'angle et les différentes équations que l'on peut définir dans un plan, sur un plan, dans l'espace.